Et je vais demander à Loïc Mazas, justement, d'Hydrocéan, qui est juste là, voilà, de continuer de poursuivre dans notre chapitre sur les hydrogénérateurs, puisque sa société a travaillé sur les optimisations de l'hydrogénérateur, et en particulier sur le fameux projet Banque Populaire. Bonjour à tous. Alors, tac. Donc voilà, je suis ingénieur hydrodynamique et chef de projet chez Hydrocéan. Et donc dans la continuité de ce qui a été présenté par Watensi, je voudrais vous parler aujourd'hui de comment la simulation numérique, connue aussi sous le nom de CFD, Computational Fluid Dynamics, peut être utilisée pour optimiser les hydrogénérateurs. Et donc je vais vous parler de ça au travers de deux projets qu'on a fait pour l'IMOCA Banque Populaire et pour le Maxi Trimaran Spindrift. Très rapidement, Hydrocéan, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette société. Donc, c'est une société leader dans les services en hydrodynamique, aérodynamique et couplage fluide structure. On intervient dans 4 secteurs principaux qui sont le secteur naval, offshore, énergie marine renouvelable et le secteur nautisme dont je m'occupe plus particulièrement. Donc voilà, on fait des prestations de services, des études pour des clients, domaine de R&D, et puis aussi distribution de certains logiciels dans les applications maritimes. Et depuis septembre 2015, on a été racheté par le groupe Bureau Veritas, qui est une société de classification, donc par la branche marine et offshore de ce groupe, pour bénéficier de leur carnet de commandes et leur réseau à l'international, donc plutôt pour les secteurs naval et offshore. Donc, ce qui concerne le secteur du nautisme, nos clients sont assez variés. Donc, vous pouvez voir des teams, des cabinets d'architectes. Donc voilà quelques-uns des clients pour qui on a travaillé ces dernières années, au travers différents projets, donc sur des multis, donc le Maxi Trimaran pour Spindrift. On a fait quelques calculs aérodynamiques. Là, vous pouvez voir des résultats de simulation. Donc le projet d'hydrogénérateur dont je vais parler. Pour les maxi, les ultimes Banque Populaire et Massif, on a collaboré pour faire des calculs qui vont servir au VPP. Et puis pour les Banques Populaire 5 et Groupama 3, des études d'impact d'eau donc sur coque et flotteur. Un projet aussi cette année pour la Coupe de l'América, pour le défi français, avec des simulations pour étudier les foils dans le but d'alimenter le VPP. Des études similaires sur le classe C. Et puis un peu ce même genre d'études sur des monocoques. Donc Banque Populaire 8, l'hydrogénérateur dont on a parlé. L'évaluation aussi du comportement dans la houle avec la comparaison de différents appendices. Donc ça, c'était en collaboration avec VPLP au moment du design des carènes Banque Populaire et Safran. Voilà, et puis on a collaboré aussi avec Groupama pour leur projet Volvo de l'avant-dernière édition. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment peut-on utiliser la simulation numérique pour optimiser un hydrogénérateur. Donc on a déjà un peu parlé de toutes ces pistes, mais quels sont les avantages en fait d'intégrer un hydrogénérateur dans la carène, de le mettre dans une conduite. Donc tout d'abord, améliorer le rendement, le fait d'avoir un écoulement interne, c'est-à-dire une hélice carénée dans une conduite, va permettre d'avoir un écoulement plus homogène, moins perturbé par les turbulences qui peuvent être présentes dans le sillage du tableau arrière. Et donc on va avoir en fait moins de pertes de charge, c'est-à-dire qu'on aura un rendement qui sera meilleur au niveau de la production d'électricité. L'aspect traîné aussi est important.
On peut souhaiter, lorsqu'on n'utilise pas l'hydrogénérateur, réduire la traînée, c'est-à-dire le remonter. Ou alors, si on a une écope, donc un système d'écope, vous allez voir des images plus tard, on peut tout simplement fermer les copes pour ne plus avoir cette traînée additionnelle. Et enfin, ça peut être aussi utilisé pour faciliter la maintenance. Donc, on l'a évoqué précédemment. Effectivement, il est plus simple, je pense, pour les skippers d'avoir un système directement dans la coque plutôt que d'aller bidouiller au tableau arrière. Ça permet éventuellement de boucher l'entrée, la sortie, remonter une écope, etc. Voilà, je pense que c'est surtout un système qui est adapté pour des projets de tour du monde, type Vendée Globe, au trophée Jules Verne, puisque sur ces courses, la quantité de gasoil embarquée est importante, quoi, alors que sur des transats, on va être sur des plus petites quantités. Donc les problématiques au niveau du team, elles sont nombreuses. Il y a tout d'abord les contraintes architecturales et structurelles, savoir où implanter cet hydrogénérateur. En effet, voilà, vous savez ça mieux que moi, mais il y a différentes cloisons étanches, il y a la présence des ballasts éventuellement, des appendices, est-ce qu'on le met devant la dérive, après la dérive. Il faut déterminer aussi comment on va dimensionner le système, les diamètres de perçage, diamètres utilisés. C'est pas rien de percer le fond de coque d'un de ces bateaux de course. La maintenance, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Est-ce qu'on va vouloir le laisser toujours ouvert? Est-ce qu'on va vouloir remonter les copes de temps en temps pour limiter la traînée, pour limiter le débit? Se pose aussi la question de fabrication et d'usinage des pièces. Ça va souvent demander des pièces custom à faire en carbone éventuellement. Les conduits vont-ils être flexibles, mais du coup au risque d'avoir plus de perte de charge, mais à moindre coût? Est-ce qu'ils vont être rigides? Et puis bien sûr l'aspect toujours important, l'aspect sur le budget. Donc il faut mettre le bateau en chantier. Il y a l'étude numérique et de conception en elle-même qui a un coût. Ensuite, il y a la fabrication, l'usinage. Enfin voilà, tout ça rentre en compte dans ça fait partie des problématiques du team qui veut intégrer un hydrogénateur. Donc, je vous présente en un slide la méthodologie générale et je viendrai ensuite dans les détails dans les slides suivants. L'idée, donc, telle qu'on l'a développée sur les deux projets là, sur lesquels on a travaillé Hydrocéan, c'est donc de travailler en 3 phases. Dans une première phase, on va évaluer une forme de conduite dans laquelle on va venir implanter l'hydrogénérateur et l'hélice. Donc on va évaluer une ou plusieurs formes, comparer leurs performances en termes de débit, de traînée ajoutée, voir aussi l'allure de l'écoulement à l'intérieur, de champ de pression, champ de vitesse, pour ensuite finalement choisir une forme finale. Une fois que la forme finale de la conduite a été choisie, on va dessiner et concevoir l'hélice qui sera adaptée à cette forme de conduite spécialement. Donc là, voilà, on a travaillé avec Watt & See sur ces deux projets. Je reviendrai là-dessus dans la suite. Et ensuite, dans une dernière phase, on refait une passe, nous, Hydrocéan, en simulation numérique, c'est-à-dire qu'on va venir étudier la forme finale de l'hydrogénérateur plus la forme de l'hélice dessinée. On va venir évaluer ça en simulation, donc en faisant tourner l'hélice, d'une part pour valider la puissance, le rendement, la traînée ajoutée, voire éventuellement le risque de cavitation, et en déduire la courbe de puissance qui peut être générée. Donc sur la première phase, en quelques étapes, donc la mise en place du calcul. Donc on fait, comme souvent dans ce type d'études, on fait des différentes hypothèses. Il faut identifier les risques. Donc la simulation numérique, ce sont des outils qui sont de plus en plus développés, de plus en plus performants, mais ce n'est pas la réalité telle qu'elle est une fois
Voilà, une fois le système installé. Donc il faut toujours savoir prendre du recul dessus. Dans ce cadre de ces projets, on avait fait le choix de faire des calculs monofluides, c'est-à-dire on a pris uniquement en compte le fait d'avoir de l'eau. On n'a pas pris en compte la surface libre, donc du coup on supposait que le monocoque ou le trimaran était toujours, la coque était toujours immergée en tout cas, et l'hélice toujours alimentée en eau. On n'a pas pris en compte le phénomène dynamique tel que la houle, qui peut conduire à des oscillations de puissance, au fait que la coque va sortir de l'eau à un moment ou à un autre, donc des différences et puis les différences de comportement dynamique aussi. Voilà, ça peut paraître des hypothèses assez fortes. Il y a deux raisons à cela, hein. Déjà, elles sont fondées scientifiquement, nous, de par notre recul sur d'autres projets. Et après, c'est aussi toujours un compromis entre précision et puis le budget dont on dispose pour faire ce type d'études. Donc une fois les conditions bien définies, on va mettre en place ce qu'on appelle un actuateur disque adapté. Qu'est-ce que c'est qu'un actuateur disque? En fait, c'est une sorte d'hélice virtuelle, puisque pour modéliser l'écoulement dans la conduite, dans un premier temps, la première phase, l'hélice, elle n'a pas été dessinée, puisqu'on n'a pas encore choisi la forme finale. Donc l'hélice n'a pas encore été dessinée. Donc du coup, si on fait les simulations sans hélice, on risque d'avoir un écoulement différent une fois qu'on va mettre l'hélice dans la conduite, et on risque d'avoir des valeurs de débit, de traînée qui sont différentes. Donc du coup, on se mord un peu la queue, parce qu'il faudrait mettre l'hélice, mais en fait, on n'a pas encore fait les étapes pour dessiner l'hélice. Donc on utilise ce qu'on appelle un actuateur disque, qui est un champ de force virtuel qu'on va venir imposer. On va venir imposer une courbe de poussée et de couple qui sont basées sur l'expérience de ce type d'hélice, sur l'expérience de différents projets, et qui va venir modéliser, en fait, cet actuateur disque va venir modéliser l'action de l'hélice sur l'écoulement, c'est-à-dire un ralentissement, puisque l'hélice va capter, et des pertes de charge associées. Ensuite, on peut passer au calcul à proprement parler. Donc, sans trop rentrer dans les détails, mais on effectue ce qu'on appelle un maillage de la géométrie, c'est-à-dire qu'on va venir découper la géométrie en un certain nombre de cellules, de petits volumes, et au sein de ces cellules, on va résoudre les équations de la mécanique des fluides. Il faut s'assurer que la solution soit indépendante du maillage choisi, parce que physiquement, il y a une solution. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette étape de convergence en maillage. Une fois qu'on a déterminé tous les paramètres numériques, on obtient donc on analyse les résultats en termes de pression, de champ de vitesse au sein de la conduite, ce qui nous permet de comparer différentes formes entre elles, de voir quelles sont les solutions les plus adaptées et les plus performantes. Donc voilà, vous pouvez voir quelques comparaisons, par exemple sur deux formes d'écope. L'écope, donc c'est la partie qui sort sous la coque et l'eau va rentrer dans la conduite par là. Donc selon le profil d'écope utilisé, on n'aura pas le même débit, pas la même traînée ajoutée. Tout ça, ça nous aide à choisir la forme finale. Ensuite, une fois que la forme finale est déterminée, on peut éventuellement faire des calculs sur différentes vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent une hélice est dessinée sur un point de fonctionnement, donc, qui correspond à un couple vitesse de l'écoulement et vitesse de rotation de l'hélice. Mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe à d'autres vitesses pour être sûr que l'hydrogénérateur puisse fonctionner dans une gamme de vitesses choisie. Et Hydrocéan, nous, on va fournir ce qu'on appelle la carte de sillage, donc à Mathieu Watensi. C'est les données d'entrée qui sont nécessaires pour qu'ils conçoivent l'hélice. La carte de sillage, en fait, c'est ça, tout simplement, c'est-à-dire c'est la répartition des vitesses dans la conduite, dans la zone où sera située l'hélice. Grâce à ça, Mathieu, avec ses méthodes, va pouvoir déterminer les formes de pales, les angles d'incidence, le nombre de pales, etc. Donc
Voilà, donc là c'est la partie un peu qui est faite par Mathieu. Il dessine l'hélice adaptée selon un cahier des charges, donc avec des besoins d'une certaine puissance pour une vitesse donnée. Il y a aussi les contraintes de la machine, le couple max admissible, le nombre de pales. Enfin, tout ça, ça rentre en compte dans le design de l'hélice. Et Mathieu donc, va dessiner cette hélice grâce à une méthode qu'on appelle méthode potentielle, c'est-à-dire c'est une méthode de calcul qui est légèrement simplifiée, qui ne va pas prendre en compte tous les effets 3D, les turbulences qu'on peut avoir au niveau des pales ou le développement de la couche limite sur les pales. C'est des choses qui sont prises en compte de manière empirique, mais toutefois assez précises. Et c'est pour ça que Hydrocéan, nous, dans un troisième temps, on va venir évaluer l'hélice dessinée par Mathieu dans une simulation où l'hélice va tourner. Donc l'hélice sera vraiment présente physiquement. On n'aura plus l'actuateur disque, mais ça sera l'hélice. Et cette simulation CFD donc, va permettre, elle, de calculer tous les effets 3D en bout de pale, l'influence de la viscosité. Et donc ça nous permet de corréler avec les prédictions qui ont été faites par Watt&C, de déterminer la courbe de puissance à laquelle va répondre l'hydrogénérateur. Et on fait aussi une petite analyse du risque de cavitation. Donc Mathieu en a parlé précédemment, c'est un phénomène qui vient détériorer en fait les performances de l'hélice et qui peut même c'est un phénomène qui peut être érosif, c'est-à-dire détériorer les pales. Donc là, on voit l'exemple d'une poche de cavitation sur une pale d'hydrogénérateur. Et puis ensuite, viennent les SMR en fonctionnement réel. Donc ça, c'est plus le travail des teams une fois que l'implantation est faite. Donc, je remercie déjà Spindrift et puis Banque Populaire de nous avoir permis de communiquer sur ces projets. Donc voilà, Spindrift, on fait appel à Hydrocéan, à leur expertise et puis aux outils numériques dont ils disposaient pour mener à bien ce projet. Donc, comme on l'a dit, ce sont des résultats qui sont complexes, des calculs qui sont complexes à mettre en œuvre et à analyser. En collaboration avec Spindrift et Watt&C. Donc on a mené à bien ce projet voilà, qui leur ont permis d'obtenir des résultats exploitables. Donc ce qui était assez positif en tout cas du côté Hydrocéan. En résumé, donc la simulation numérique est un outil qui peut permettre vraiment d'optimiser, de caréner, d'intégrer un hydrogénérateur. Voilà, Hydrocéan donc a une expertise, des moyens numériques qui peuvent permettre d'apporter une réponse personnalisée à chacun des teams. L'idée, donc, il y a faire des calculs, c'est bien, mais il faut aussi savoir échanger et réfléchir avant de partir d'un calcul tête baissée. Donc c'est aussi l'idée à mettre en place de ce type de projet. C'est beaucoup d'échanges et de réflexions avec le design team. Une collaboration qu'on a pu mettre en place sur les deux projets avec Watt&C, donc qui s'est révélée efficace. Et puis voilà, on a aussi on peut proposer, via Watt&C surtout, des possibilités de fabrication ou d'usinage pour le prototype en différents matériaux. Ça peut être du plastique, inox, voilà. Donc l'idée c'est de proposer voilà, un package global pour répondre à chaque team. Et voilà, vous l'avez vu au début de ma présentation, je vous ai axé cette présentation sur l'hydrogénérateur puisque c'est le thème de la journée. On peut aussi travailler sur tout type de projet, hydro-aérodynamique, optimisation d'appendices. Voilà, les champs sont assez vastes avec la simulation numérique aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Loïc, on peut vous applaudir. Vous allez venir vous asseoir ici. Non, normalement, il y a un micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Non, tout le monde a compris? Si, une question. Monsieur, le micro arrive. Rebonjour. Vous aviez présenté tout à l'heure un flux de vitesse autour de l'endroit où se trouvera l'hélice. Dans la partie haute, on voit qu'il y avait des hautes vitesses. Dans la partie basse, ça diminuait et il y avait un trou bleu, donc je pense une vitesse assez faible. Quand vous déterminez, puisque vous avez fait des calculs de simulation, vous déterminez votre conduit, le but, c'est quand même qu'une hélice tourne dans un flux le plus laminaire possible. Donc cette représentation-là, c'était un produit abouti ou c'est juste une mesure pour un tube tout simple? Bon, l'image que j'ai montrée n'était pas forcément une image d'une solution qui a été retenue, parce qu'effectivement, vous l'avez noté, l'écoulement n'était pas vraiment homogène. Il y avait une zone rouge avec des vitesses plus élevées, une zone bleue avec des vitesses plus faibles. Et pour que l'hélice soit la plus performante, il faut que l'écoulement soit le plus homogène possible. Là, c'était tout simplement pour illustrer. Et ça fait partie, c'est vraiment le cœur de la première phase telle que je l'ai présentée, c'est d'obtenir une forme de conduite qui permette d'avoir un écoulement le plus homogène possible. Sachant que voilà, on a fait certaines hypothèses de calcul qui vont venir aussi influencer l'écoulement et la génération de puissance lors des essais réels. C'est pour ça qu'en général, on teste plusieurs formes de conduite avec différents coudes, avec différents angles pour obtenir quelque chose de plus homogène possible avec un débit qui soit acceptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Ça représente quoi en temps de travail et en budget? Ne me donnez pas la facture finale, mais c'est juste pour voir le type d'effort qu'une écurie de compétition aujourd'hui est prête à mettre en œuvre pour une toute petite partie de son projet technique. Parce que sur le papier, c'est très impressionnant. On se dit, mais il y a un nombre de gens intelligents qui ont travaillé très très longtemps sur un tout petit détail, en fait. Mais... Donc la durée, en tout cas chez Hydrocéan, la durée de ce type de projet, ça va de 1 à 2 mois. C'est-à-dire, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est l'échange, les interactions, les réflexions avec le team. Pour définir son besoin, précisément. Voilà, pour définir le besoin. L'idée aussi est puisque les calculs sont des calculs qui coûtent cher, parce que il y a le coût, ce qu'on appelle le coût CPU, c'est-à-dire le coût de calcul en lui-même. Il y a le coût de licence des logiciels. Donc l'idée, c'est pas de faire 300 000 calculs, c'est de cibler. Et donc d'abord, on itère plusieurs fois sur telle forme de géométrie. Nous, on va dire, on pense que celle-là, au niveau hydrodynamique, elle sera peut-être plus intéressante que celle-ci. Le team va nous dire, oui, mais celle-ci, au niveau implantation, ça va être compliqué. Donc c'est ça qui prend du temps. Après, tout ce qui est aspect calcul en lui-même, ça c'est des modèles, des types de projets qui sont assez bien rodés chez nous. Donc c'est assez rapide. Et en fait, la majeure partie du temps, donc voilà, entre 1 et 2 mois, c'est vraiment les échanges et puis l'analyse des résultats, les réflexions qu'on peut avoir. Et voilà, donc comme je le disais, les calculs ont un impact sur le budget. Il faut savoir que pour ce genre d'études, le temps le coût des calculs plus les licences des logiciels que nous payons, ça peut représenter 50 à 75% du coût de l'étude. Donc c'est quelque chose d'assez important. D'accord, là, sans me donner de chiffres précis, vous pouvez nous donner une fourchette budgétaire pour un travail comme celui-là? Alors, on essaie de s'imaginer. Donc effectivement, c'est pas facile de donner un prix, puisque ça va dépendre des besoins de chaque team, mais ça va dans les, je dirais, ça peut aller de 10 à 20 000 euros, quoi. D'accord. D'autres questions? Et donc on va aller se diriger vers la pause déjeuner en applaudissant encore une fois Loïc Mazas d'Hydrocéan. Merci beaucoup. On se retrouve pour déjeuner jusqu'à 14h. Je cherchais mon planning. Merci, à tout à l'heure.